Du coup, ouais, t'as un peu parlé des salles de concert, du Bizarre, Mm. du New Morning. Est-ce que dans toute l'histoire, toi, dans tout ce que tu as vécu, il y a une salle vraiment qui t'a marqué? Et si oui, laquelle? Euh, tu veux que je te dise, c'est pas de la langue de bois Ouais, et, et toutes les, toutes les salles, j'essaye de m'approprier toutes les salles dans lesquelles je travaille. Et donc, du coup, toutes les salles deviennent particulières. Que j'y travaille, que j'y aille en tant que client pour aller assister à un concert ou que j'y travaille pour y mixer. Mais sincèrement, les, chaque fois que je rentre dans une nouvelle salle, elle me marque parce qu'elle me challenge en fait. ok. Et donc du coup, il y a des endroits, enfin, te dire que je n'ai pas une affection toute particulière pour le bizarre, ce serait mentir. Te dire que j'ai pas une affection ô combien pour le palace, ce serait mentir. Te dire que je passerai à côté des coulisses sur la place du Ouais. Tertre sans tourner la tête, ce serait mentir. Mais, mais euh, c'est un truc sur lequel je ne me suis jamais arrêté en fait. C'est pas c'est pas les lieux en tant que tels. C'est les gens qu'on y met dedans et ce qu'on fait avec quoi qui me marque en fait. Ok. Il y a Gundo qui dit langue de bois parfaitement maîtrisée. Qui dit ça? Gundo. Non mais coach, coach. Tu sais, on est en live, hein. On va pouvoir on peut balancer des trucs, hein. On a Euh, des jingles et tout, hein. Ouais, il y a beaucoup eu de réponses sur la musique où on nous dit, par exemple, la Dope qui disait dans les années 2010 en matière de musique populaire, la soul n'était pas vraiment mise en avant. Euh, je suis pas spécialement d'accord parce que justement, c'est ce que je disais, c'est qu'on remplissait vraiment des salles entières et vraiment les gens aimaient la soul et voilà, je sais pas. Enfin, je te laisse finir, Ouais, mais je prendrai la parole après. Mais je suis pas d'accord dans le sens où, euh, bah, déjà, bonjour, parce que on est dans une configuration un peu particulière, donc du coup, je vois pas le live et le chat, mais bonjour encore une fois. Euh, En fait, comment enfin, cette musique, elle a jamais été populaire au point de. Euh, elle a bien fonctionné avec Ben l'Oncle Soul, mais Ben l'Oncle Soul, ça a marché non pas parce que c'était ancré dans l'actualité, mais parce que ça avait un côté vintage. Ça faisait mm, penser à la soul d'Otis Redding, de Percy Sledge, de Sam Cooke, ouais, mais pas à la soul du moment. Par contre, il n'y a pas une salle à Paris qui ne savait pas que, par exemple, moi j'ai fait les premières parties de beaucoup de concerts de soul et depuis des années. Euh, Quand on a fait Angie Stone, c'était plein. On a fait Anthony Hamilton, c'était plein, que ce soit au Bataclan ou à l'Élysée-Montmartre. Euh, c'est pas, et c'est déjà plus un problème en 2010. En 2010, c'est pas le problème de savoir où passe la bonne musique. Si la bonne musique passait sur les radios, on le saurait. mhm, Et en 2010, ça a déjà été complètement éludé, ce truc-là. Les gens vont sur les sites pour retrouver de la bonne musique. Je pense pas que ce soit, euh, je pense pas que ce soit un problème de diffusion. Parce que malgré tout, quand on fait un concert de Raïm Devaughn au Bizarre ou ouais, de Cognados ou de Rashan Patterson, les gens ils connaissent les paroles par cœur. ouais, Donc c'est pas un problème de. Enfin, tu vois, Jordan Raquet est passé il y a pas si longtemps que ça. Enfin, il mm, y a plein de gens qui passent en concert. Et bon, quand je dis Jordan Raquet, c'est quand même pas le mec le plus, ouais, le plus l'artiste connu du monde. le plus
enfin Plus médiatique, connu, mais je pense pas que ce soit un problème de diffusion, de diffusion de la musique. C'est un vrai problème d'identification parce que quand tu parles, je pense que quand on parle de musique avec certains, euh, ces gens-là sont toujours très au courant, mais ne font pas la démarche. Ils sont pas dans une démarche. ouais, Ils sont pas dans une démarche. ok. Et donc du coup, je trouve que c'est ça qui complique vraiment les choses en fait. Ce qui complique vraiment les choses, c'est la valorisation de cette musique, de ce genre musical. Voilà, parce que quand tu as, on peut regarder sur plein d'autres scènes. Si tu regardes même sur la scène électronique alternative, Ouais. bah, enfin, il n'y a pas de souci quoi. Les gens payent, les gens mettent, les gens mettent des sous et c'est ce qui fait, c'est ce qui donne cette espèce d'énergie, au moins initiale, pour que le truc Hmm. tourne en fait. Ouais. C'est ce que je crois. Mais et c'est ce que je crois. Et en même temps, pour avoir été en même temps et vendeur de disques et animateur radio et DJ au même moment et à cette Ouais. période-là tout autant, euh, j'ai quand même senti, enfin, quand je faisais des émissions, par exemple Black Pearl, j'étais content quand j'avais 50 personnes qui écoutaient et quand je les mettais en podcast, j'étais vraiment content quand j'avais 250, 300 auditeurs. Euh, bah, enfin, malgré tout, enfin, tu vois, c'était pas par manque c'était vraiment pas par manque de diffusion et de connaissances, puisque tout le monde savait. Tu te souviens, je sais pas si tu étais là pour les 10 ans, Je crois, ouais. la soirée des 10 Oui, ans, si j'étais là, ouais. où là, on s'est rendu compte qu'effectivement, tout le monde savait qu'il y avait une soirée qui s'appelait la Black Pearl. Ouais. Sauf que il fallait venir à un événement et pas alimenter un truc régulier et récurrent qui mette en avant la scène musicale française surtout. Ouais. Ouais, ouais, si, les 10 ans, j'étais là. C'était assez fou. J'ai passé une bonne soirée. Mm. Euh, ouais, t'en as parlé, t'as été vendeur, enfin, t'es toujours un peu vendeur de disques quand même. Euh, Je me fais pas passer pour un dealer, c'est genre non, j'étais en prison, maintenant je suis sorti et tout, j'arrête de vendre des disques. Ah, t'as une collection incroyable, c'est une histoire et je voulais revenir justement à faire le parallèle justement avec toutes tes conférences et toute ta connaissance, toutes tes connaissances, on va dire, historiques. Toi, tu me disais qu'en fait, une grosse partie de ta connaissance, tu l'as faite en lisant les disques, enfin, en écoutant les paroles ouais, en écoutant les paroles. C'est pas quelque chose que tout le monde a fait. Et comment t'en es venu à faire ça? Euh, J'en suis venu à faire ça d'abord parce que euh, ben, t'écoutes de la musique et puis au début tu chantes en yaourt quoi. Tu vois. Ouais. L'anglais est pas, mon anglais était pas supra développé au début, donc la plupart du temps, je chantais en yaourt. Et puis à force de, bah, voilà, quelques études, et puis à force d'agrémenter le truc, et puis au bout d'un moment, euh, bon, moi j'étais jeune dans les années 80, donc au bout d'un moment, tu sais, pour être un DJ dans les années 80, en plus un peu au courant de ce qui se passait, t'avais quand même le truc en plus, c'était de connaître les paroles un peu par cœur. Donc, quand les paroles étaient écrites sur les albums, Ouais. tu pouvais non seulement mettre le disque, mais en plus chanter. Tu pouvais faire croire aussi éventuellement que c'est toi qui avait écrit les paroles, mais bon, ça c'est un autre délire. Mais au moins, euh, au bout d'un moment, bah, c'est comme tout, tu sais, tu dis des choses et puis tu te rends compte que finalement, ces choses, elles sont pas. Il y a parfois une espèce de différenciation à faire entre les paroles que tu chantes et ce que font les gens, en fait.
Je te donne un exemple tout simple, mais quand tu chantes Happy Birthday de Stevie Wonder, tu te dis, bon bah voilà, amène un gâteau et souffle sur une bougie. Alors qu'en fait, quand tu lis les paroles et que tu connais le texte par cœur, en fait, c'est une chanson qui demande à ce qu'il y ait un jour férié pour Martin Luther King. Ouais. Donc en fait, Stevie Wonder, d'une chanson politique, c'est devenu la chanson bateau pour les gens qui ont envie de fêter leur anniversaire. Bah, c'est là où ça a commencé à m'interpeller, et c'est là où j'ai commencé à lire, c'est là où j'ai commencé aussi, parce que il y a beaucoup d'albums qu'on achetait, mais qu'on n'achetait pas forcément avec, à l'époque, la possibilité de les écouter. Ouais. Et donc, il fallait savoir qui travaillait avec qui. Et donc, sur chaque album, quand tu retournais la pochette, tu avais la distribution. Et dans cette distribution, soit tu reconnaissais le bassiste. Alors, pour peu que tu aies bien aimé la façon dont il a joué de la basse sur tel album, tu dis, bah, je le prends parce qu'il y a tel bassiste ou tel chanteur ou tel choriste ou tel. Voilà. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, eh ben, les paroles prenant de plus en plus de sens, ça te fait aller vers quelques bouquins, ça te fait aller vers quelques références. Et puis voilà, et puis les choses se sont construites comme ça, petit à petit. Et en plus, comme je te l'ai dit, je suis passionné d'histoire au départ. Ouais. Et donc du coup, j'ai plongé. Voilà. Ok. Et maintenant, cette connaissance, tu la partages pendant Ouais. des conférences, notamment le long du canal de l'Ourcq, avec la Manufacture 111, je crois. Oui, alors je fais ça avec l'été du canal, donc c'est le Conseil général du 93 en fait. Ok. On fait des navettes navigantes entre soit le Stade de France, grosso modo, c'est le parc de Saint-Denis, et, euh, et, le, et le parc de la Villette. Voilà. Non, c'est pas le parc de la Villette, c'est Stalingrad, voilà, pardon, Ok. excuse-moi. Et donc on fait des allers-retours où on va aussi sur le canal de l'Ourcq cette fois, parce que là je te parlais du canal Saint-Denis, mais on va aussi sur le canal de l'Ourcq jusqu'à un peu plus loin que le pont de Bondy, et on fait soit des navettes navigantes, soit des brunchs dans lesquels je fais à moitié des conférences si ça s'y prête, et surtout aussi des mix soulful. Ok. Et ça, cette volonté de partager, je sais que toi, enfin, le partage, t'es là-dedans, t'adores ça. Ça s'est créé comment, tout ce, bah, cette volonté en fait de faire des conférences, Euh, je l'ai pas vraiment voulu en fait. Euh, Enfin, ça s'est fait à l'insu de mon plein gré. J'aime bien non. En fait, au départ, j'ai été contacté pour travailler avec Guy, que je salue, pour la Manufacture 111. Ok. Quand il s'est installé installé boulevard Davout, eh bien, je mixais tous les dimanches pendant les brunchs. Et à un moment, je me suis dit que j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose à ces brunchs. Et donc, j'ai fait la proposition à Guy. Je lui ai dit, écoute, tu vois, je pense que c'est dommage de juste venir et de passer de la musique. Est-ce que tu penses pas qu'il serait mieux on puisse passer de la musique et en même temps qu'on puisse aussi, enfin, que je puisse aussi parler un petit peu de thèmes choisis autour de ça. Et il a accepté. Enfin, il y a eu plutôt des bons retours qui m'ont permis de commencer à faire des conférences pour Ciné Black Movies et qui m'ont amené à faire des conférences pour Afropunk. Ok. Et puis, sur une des conférences, euh, il y avait Bruce de l'école Juste Debout qui a assisté et qui m'a proposé de devenir enseignant dans son école. Euh, Parallèlement à ça, j'ai eu la chance de pouvoir être intervenant, et je dis bien intervenant, à Paris 8 en musicologie sur différents thèmes autour du hip-hop. Puis après, au fur et à mesure, bah, tu sais, euh, je travaille aussi, je donne aussi des cours avec Ciné Dance Academy. Et puis après,
euh, tout ce que me, tout ce que, tout le besoin de la part des gens, tout le besoin de connaissances qui m'a été renvoyé par ces gens a fait grandir en moi l'envie de transmettre en fait. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et il y a même, j'arrive même à faire des émissions pendant le confinement, au moins pour le New Morning. Ouais, ouais, d'ailleurs, le New Morning, la radio New Morning, tu fais des émissions. Il y a une. Donc, tu en as fait une sur Bill Withers, une autre sur les DJ. Ouais. Il y en avait une troisième, non? Alors, il y en a eu deux, parce que j'ai fait les DJ en deux parties, Ah oui. et j'ai fait aussi Bill Withers. Alors, en fait, mon parcours avec avec le New Morning, il est lié au fait que, ah oui, mais comment tu as pu oublier? Je suis membre d'un jury pour Oui, c'est vrai. du concours de voix, enfin. Ça va, je vais. Eh, Non, en fait, je suis membre de jury et je le suis avec Étienne Né-Dupuis. Et Étienne Né-Dupuis est le directeur de la programmation du New Morning. Et on a commencé à discuter. Il s'est dit que j'avais certaines capacités, en tout cas certaines connaissances. Et il a commencé à me demander, mais depuis plus de 3 ans maintenant, de venir au New Morning. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant les soundchecks, donc les répétitions des artistes, je fais une émission autour du travail de cet artiste et de sa carrière. Et je peux aussi interviewer, faire les interviews d'artistes. Donc depuis, si vous allez sur le site de la radio du New Morning, depuis 3 ans, il y a des podcasts de tous les artistes que j'ai pu interviewer, de musiciens de Prince à des musiciens de James Brown, en passant par, je sais pas, Patrice Rushen, enfin voilà, plein de gens, plein de gens, plein de gens, plein de gens. Ouais, Voilà. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et là, pendant le confinement, il m'a été demandé de continuer à donner du contenu pour la radio. Et je les en remercie d'ailleurs parce que ça fait partie de ces choses qui gardent éveillé pendant cette période. Et ouais. voilà. Et donc, du coup, j'ai pu continuer. Je continue à faire ces émissions. Mais il y en a quelques-unes, vous pourrez les retrouver. Ouais, c'est sur Radio New Morning. Je donnerai le lien. Ouais, ça s'appelle Soundcheck. L'émission Ouais. s'appelle Soundcheck. Je partagerai le lien sur les réseaux sociaux. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah oui, mais du coup, voilà, Donc, t'es jury, effectivement, sur C'est au Sankofa. Parce que ça, je l'ai oublié. En plus, je voulais en parler. Je voulais en parler, justement. Ça fait une très bonne transition. Mais le Sankofa, c'est quand même un événement qui regroupe beaucoup d'artistes français hyper talentueux. T'en as croisé beaucoup. Qu'est-ce que ça représente quoi le Sankofa au niveau musical en France? Officiellement, rien. Ouais. Je dis bien aussi officiellement. Hein. C'est terrible hein, ce que je dis, hein. Mais officiellement, rien. Pas plus que moi, je représente quoi que ce soit. Tu vois, enfin, Ouais. on est noyé dans une masse informe, difforme qu'on appelle musique urbaine, musique du monde, musique des îles, musique d'Afrique, mais on est rien. Moi, je ne suis rien du tout. Pas plus que malheureusement. Ça, c'est officiellement. Officieusement, le Sankofa sous le contest fait partie de ces événements qui amènent une certaine catégorie d'artistes issus de la culture afro-américaine et fruits de la culture afro-américaine, mais vécus en France, et qui font moult télécrochets. Par exemple, il y a 7-8 ans de ça, Johan Fréget
avec qui on a travaillé pendant 1 an et qui avait gagné le Sankofa sous le contest, a gagné The Voice l'année d'après. Donc, et le Sankofa, la chorale du Sankofa est une chorale qui fait régulièrement les accompagnements de beaucoup d'artistes sur plein de chaînes de télé, quoi. Ouais. C'est Voilà. vrai on a vu beaucoup d'artistes du Sankofa faire The Voice, effectivement. Ouais. C'est vrai que parce que moi j'ai quand même un peu l'impression que tout le milieu de la soul en tout cas connaît le Sankofa et si on veut découvrir des artistes c'est au Sankofa Ouais, c'est vers le Sankofa qu'il faut se tourner en tout cas. Complètement. Et ça, c'est le travail. Il faut pas. Enfin, moi, je suis juste un membre du jury comme ça, mais il faut pas. Enfin, on peut pas mettre de côté déjà le fait que, bah, tu vois, il t'en a pas parlé la semaine dernière, mais Case, il fait partie du jury aussi avec Oui, moi. exact. Il fait partie du jury. Et puis David Smith et Joby Smith qui font un travail énorme depuis 15 ans bientôt pour ce concours. Ouais, c'est vrai qu'il Voilà. faut pas oublier tous ces gens-là. C'est ça. C'est ça.